Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM Monac, Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment ça va ce matin? Ça va. Qu'est-ce qu'on parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va parler d'informatique, on va parler de cyberattaque. Parce que pour nos auditeurs qui ne se rendent peut-être pas compte, parce que notre pays n'a pas encore peut-être fait l'objet de ce type d'attaque-là. Il y a un journal gabonais qui a dit que, je sais pas, c'est peut-être hier quand Gina faisait la revue de l'actualité locale, qui disait que nous, le Gabon, n'investit pas trop dans la sécurité informatique. Et c'est dangereux. C'est particulièrement dangereux parce que pour préparer la chronique de ce matin, je me suis rendu compte de véritablement l'ampleur de la nécessité, l'ampleur des cyberattaques à travers le monde. Et la dernière en date, c'est celle qui s'est déroulée samedi dernier, en fait même vendredi soir aux États-Unis. Alors, il faut savoir que des hackers ont attaqué une entreprise qui s'appelle Kesaya et elles se sont introduites dans un de ces logiciels phares qui s'appelle VSA. Il faut savoir que Kesaya, c'est une entreprise américaine qui est basée à Miami et qui est spécialisée dans la fourniture d'outils informatiques aux entreprises. Et donc, parmi le matériel informatique qu'elle fournit aux entreprises, il y a des logiciels et il y a le logiciel VSA. Alors, qu'est-ce que c'est? VSA, c'est un logiciel qui a la capacité de gérer plusieurs programme à partir d'une seule source. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul point, vous pouvez accéder soit à la comptabilité, soit à un certain nombre d'éléments qui sont dans d'autres entreprises. Notamment, c'est ce que utilisent la plupart des grosses entreprises qui ont plusieurs succursales. Donc, à partir d'un seul point, on peut collecter à travers les serveurs qui sont installés dans l'ensemble de l'architecture informatique. On peut, à partir d'un seul point, accéder à toutes les données qui se trouvent dans plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de serveurs. Et donc, c'est un logiciel que, selon les chiffres de VSA, environ 4000 entreprises à travers le monde utilisent. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que samedi, des hackers ont utilisé ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire un logiciel qui a la capacité de, à partir des failles d'un système informatique, paralyser ce système-là pour ensuite demander aux utilisateurs, donc aux détenteurs de ces données-là, de payer une rançon afin de bloquer, si tu veux, le fonctionnement de ce ransomware-là. Et depuis des mois, il y a des cyberattaques à travers le monde entier. Et donc, cette attaque contre Kesaya, qui a paralysé aujourd'hui à peu près 40 entreprises, soit aux États-Unis, soit à travers le monde, ça, ce sont les chiffres de Kesaya, les chiffres qu'ils ont publiés dimanche, mais n'empêche que certaines entreprises qui utilisent le logiciel VSA ont aussi d'autres entreprises auxquelles ils ont revendu ce même logiciel. Et donc, en réalité, ce ne sont pas seulement les 4000 entreprises qui sont clientes de Kesaya, mais aussi de KSA, mais plutôt également les entreprises qui sont clientes des entreprises qui utilisent le logiciel de Kesaya. Et donc, évidemment, au lieu de 4000, il pourrait y avoir peut-être 2 voire 3 fois plus d'entreprises à travers le monde qui sont impactées. Et on en voit déjà les effets, notamment en Europe ou en Suède. Un des géants de la distribution, qui s'appelle Coop, a dû fermer Manu Militari 800 de ses magasins. Pourquoi? Parce que les caisses, le programme informatique qui gérait les caisses a bloqué celui-ci. Donc, les caisses ne fonctionnaient pas et donc l'entreprise n'a eu pour seule autre option que de fermer puisqu'il n'y avait plus de caisse. Et donc, on sait, si l'attaque contre Coop est la plus visible des effets de ces cyberattaques-là, il n'empêche qu'il y a également beaucoup d'autres. Et malheureusement, Kesaya n'est pas la seule entreprise à avoir fait les frais des cyberattaques. On se rappelle, il y a à peine quelques semaines, que le géant américain de la viande de bœuf, notamment JBS, avait payé une rançon le 9 juin dernier de 11 millions de dollars à des hackers qui avaient justement attaqué également son système informatique durant la fin du mois de mai dernier. Et on sait également qu'une autre cyberattaque avait notamment touché Colonial Pipeline, qui est l'un des géants de la distribution du carburant américain, qui est notamment basé à l'est des États-Unis. Et cette attaque massive qui avait été, selon certains experts, perpétrée par un groupe de hackers qui s'appelle SolarWinds, avait
notamment paralysé donc, les opérations de pipeline, de Colonial Pipeline, et donc entraîné tout simplement la fermeture de ces conduits qui acheminent environ près de 45% du carburant fourni aux États-Unis sur une longueur d'à peu près 8800 km. Donc ce sont des dizaines de millions d'Américains qui se sont retrouvés sans carburant. Et ça a eu un impact déjà sur le marché intérieur américain, puisque ça a entraîné une hausse du prix de carburant aux États-Unis, et ensuite à l'international, puisque ça a entraîné une hausse du prix du pétrole. Même si le groupe de hackers, donc SolarWinds, qui est à l'origine de cette attaque contre Colonial Pipeline, a elle expliqué qu'elle ne faisait ni de géopolitique ni d'économie, que son objectif à elle était d'attaquer des entreprises et avec des ransomware et de demander tout simplement des rançons. Elle est même allée jusqu'à demander des excuses aux consommateurs de carburant américains. Mais il faut évidemment faire une distinction justement entre les différents groupes de hackers. On sait qu'on a des groupes de hackers qui sont spécialisés dans l'espionnage. C'est-à-dire que leur travail est d'entrer dans des systèmes de sécurité, soit des entreprises, soit des administrations publiques, et d'essayer de voler des informations. On sait que notamment 3 pays dans le monde sont accusés régulièrement de faire ce type de hackage informatique. On a la Chine, on a la Corée du Nord et on a la Russie. Donc ces 3 pays en général sont accusés, même si aujourd'hui, la discussion qu'il y a eu à Genève entre Vladimir Poutine et Joe Biden a également concerné les problèmes de cyberattaques, puisque l'on sait que ce sont des hackers russes, par exemple, qui avaient volé un certain nombre de données lors des élections de 2016 concernant Hillary Clinton et les avaient publiées. Et c'est ce qui avait renversé, si tu veux, la tendance et permis à Donald Trump d'être élu. Et donc, régulièrement, cette fois, Joe Biden a été questionné sur cette attaque-là contre Kaseya. Et Joe Biden, lui, estime il a dit être entré en contact immédiatement avec son homologue russe Vladimir Poutine, et il lui a dit que si les enquêtes qu'il avait ordonné de diligenter concernant les auteurs de cette attaque seraient de près ou de loin concernerait de près ou de loin les Russes, c'est-à-dire que soit les attaques ont été faites sur le territoire russe et le gouvernement russe est au courant, ou bien les attaques ont été faites à partir du sol russe, eh bien les Américains répondraient à ces cyberattaques-là. Et malheureusement, avec, si tu veux, la numérisation de plus en plus croissante des activités des entreprises, eh ben, le risque que ces entreprises-là soient exposées à des cyberattaques ne cesse de croître. Parce qu'aujourd'hui, les cyberattaques, donc ça c'est la première branche, ces cyberattaques qui s'occupent de faire de l'espionnage. On l'a vu dernièrement aussi, l'administration américaine avait dit avoir déjoué une cyberattaque massive concernant certains bureaux de l'administration pour, semble-t-il, peut-être extorquer des données. Ça, c'est le cyberattaque d'espionnage. Et puis, il y a un deuxième type de cyberattaque. Ce sont ceux qui demandent des rançons, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas véhiculer un message politique, comme les SolarWinds, comme les Airrival. Eux, l'objectif, c'est de se faire de l'argent. Ils viennent, ils analysent, ils détectent les failles dans les systèmes informatiques des grandes entreprises, et puis à partir de là, ils créent des systèmes informatiques, des logiciels qui vont bloquer ce système-là, et ils demandent aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces entreprises-là de payer une rançon, en échange de laquelle ils vont donner un code qui va permettre de bloquer ou d'enlever ce virus qu'ils auront introduit. Alors, évidemment, il y a 2 types d'entreprises qui réagissent. Il y a des entreprises qui, par exemple, décident de ne pas payer. Et elles espèrent que, par exemple, le gouvernement va tout mettre en œuvre pour essayer de lutter contre ce virus ou de l'enlever. Et ces entreprises, en général, elles refusent de payer parce qu'elles se disent que même si le gouvernement ne parvient pas à détruire le virus, eh ben, elles pourront tout simplement raser les données parce qu'elles ont sauvegardé ces données-là ailleurs, et ensuite, elles remettent les données dans le système et tout repart. Malheureusement, ce n'est pas possible pour toutes les entreprises parce que vous avez des entreprises qui gèrent une masse de données telle qu'il est quasi impossible de les sauvegarder, soit dans un autre serveur, soit dans un autre moyen de sauvegarde. Et donc, ces entreprises-là qui ne peuvent pas sauvegarder leurs données, elles sont obligées de payer les rançons. C'est le cas de JBS
qui avait admis avoir payé le 9 juin dernier, donc la rançon de 11 millions de dollars. Pour ce qui concerne l'attaque contre Kaseya, les hackers demandent ni plus ni moins 70 millions de dollars à payer sous forme de Bitcoin. Et ils ont donné évidemment toutes les informations concernant le numéro compte et la façon de payer. Pourquoi ils utilisent des bitcoins ? Tout simplement parce que, je l'avais expliqué dans un article, le bitcoin c'est une monnaie virtuelle et l'avantage avec cette monnaie virtuelle, c'est qu'elle n'est supervisée par aucun gouvernement, elle n'est gérée par aucune institution financière et donc sa traçabilité de ce fait-là sera difficile à mettre en œuvre pour des entreprises ou pour des États qui, eux, ne contrôlent pas justement les crypto-monnaies. Et donc, en payant en Bitcoin, ils permettent là d'avoir un moyen de paiement sécurisé et qui échappe totalement aux États et aux institutions financières. Et donc, cela leur permettra de disparaître dans la nature. Ça permet de la valeur au Bitcoin. Évidemment, et ça permet aussi de donner la valeur au Bitcoin, puisqu'il faut savoir que déjà, le Bitcoin est né d'un certain nombre d'informaticiens qui estimaient que, évidemment, l'argent pouvait être, on pouvait utiliser un moyen de paiement de particulier à particulier en, si tu veux, sautant les intermédiaires qu'ils estiment être représentés par les banques centrales et par les banques traditionnelles. Donc, en se passant des banques centrales et des banques traditionnelles, on pouvait permettre de payer directement de faire une transaction sur le marché. D'autant plus que plus, par exemple, vous utilisez des monnaies qui sont différentes, et plus les intermédiaires aussi vont agir. Donc, vous avez les banques traditionnelles, puis vous allez passer par la banque centrale de la monnaie que vous voulez, qu'utilise l'acheteur, et puis après, on va aller vers la banque centrale de la monnaie qu'utilise le vendeur, etc., et aller vers la banque traditionnelle. Donc, en Bitcoin, on saute tous ces intermédiaires-là et directement, on permet d'échanger sur le marché. Et donc, les hackers utilisent énormément les bitcoins parce que, évidemment, ça leur permet de disparaître dans la nature sans laisser des traces, puisque les systèmes informatiques qui gèrent les bitcoins, ce sont des blockchains, c'est un système de gestion en chaîne, et donc chaque chaîne est gérée indépendamment par un informaticien. Au cas où on attaque une chaîne. Et au cas où on attaque un maillon de la chaîne, un autre immédiatement se met en place. Et donc, il est difficile, très difficile, de dire qu'une personne qui a fait une transaction en Bitcoin, si on n'est pas membre de la chaîne, on ne peut pas retracer évidemment l'évolution de cette transaction-là. Et c'est ce qui fait justement que beaucoup de hackers utilisent les bitcoins pour être rémunérés, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Il faut savoir que pour toujours la même attaque cybernétique, l'entreprise, par exemple, en Suède, l'entreprise Coop, on leur a demandé de payer 5 millions de dollars pour pouvoir, évidemment, permettre à ce que les caisses soient de nouveau fonctionnelles et que l'entreprise reprenne ses activités. Pour le moment, évidemment, l'entreprise n'a pas encore dit si oui ou non elle allait payer, mais je pense que si dans les jours ou dans les heures qui viennent, une solution n'est pas trouvée, ils seront obligés de faire comme le géant de la viande JBS, de payer la rançon, parce que, évidemment, soit le système, le virus est tellement sophistiqué et tellement bien structuré qu'il est impossible, par exemple, pour les hackers, soit des agences gouvernementales, soit parfois on a aussi des spécialistes informatiques qui sont des anciens hackers, mais qui deviennent des consultants en cybersécurité. Parfois, eux aussi, on les appelle pour pouvoir pour venir en renfort, notamment pour lutter contre l'action d'un virus. Mais souvent, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a tellement d'éléments qui permettent de faire que ce virus-là soit quasiment infaillible. Et donc là, dans ces cas extrêmes-là, les entreprises qui sont victimes des cyberattaques n'ont d'autre solution que de payer les rançons au risque de voir toute leur base de données perdue dans la nature. Et surtout, plus les jours passent, plus les entreprises perdent de l'argent. L'entreprise Coop, par exemple, perd en moyenne par heure près de 50 000 dollars. Donc, vraiment pour les entreprises, parfois, il s'agit d'une question de survie parce que plus les jours passent, plus la santé financière et la viabilité de l'entreprise sont menacées. Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est ça l'important de ce message. Donc, au moment où je parle, on n'a toujours pas
On ne sait toujours pas comment Kesseya va essayer de résoudre ce problème. Il faut savoir que le FBI, et il y a une agence américaine qui est chargée justement de lutter contre les cyberattaques, qui elle aussi a été l'agence américaine de cybersécurité. Donc ces deux agences fédérales-là ont été appelés à la rescousse avec un certain nombre d'autres sociétés spécialisées en cybersécurité comme l'entreprise américaine i7. Donc tous ces acteurs de cybersécurité sont actuellement penchés sur la solution, sur une éventuelle solution. Mais il ne faut pas l'oublier que, par exemple, pour revenir à l'opérateur de pétrolier Colonial Pipeline, eux aussi, ils avaient dû payer une rançon dont le montant n'avait pas été divulgué, mais certains spécialistes estiment que le montant qui avait été payé devait être estimé entre 50 et 70 millions de dollars. Donc, c'est pour dire que la cybersécurité, aujourd'hui, paye énormément d'argent. Et j'avais même oublié un autre acteur. L'État islamique aussi avait développé une branche de la cyberattaque et de la cybersécurité pour demander des rançons et avoir de l'argent pour financer ses activités terroristes. Donc ça aussi, évidemment, c'est un autre acteur qu'il ne faut pas oublier. On a aussi des terroristes qui utilisent justement ces méthodes-là pour pouvoir extorquer des fonds, extorquer de l'argent pour pouvoir financer ensuite leurs activités terroristes. Donc la cybersécurité est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui et il faudrait que nos pouvoirs publics également incite les entreprises particulièrement à investir dans ce domaine vital pour les entreprises. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.